Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'Au cœur du sport sur Canal 2 International. C'est votre émission qui vous permet de décrypter l'actualité sportive. Et au menu de votre édition de ce soir, les préparatifs des Lions indomptables pour le mondial féminin en France. Comment l'équipe nationale du Cameroun se prépare-t-elle pour prendre part à cette compétition? Nous en parlons au cours de cette émission d'Au cœur du sport. Nous parlerons également des playoffs du championnat national de Ligue 1 et 2 qui débutent dimanche prochain à Yaoundé. Ces clubs justement qui affûtent leurs armes en ce moment et qui se sont déjà déplacés pour quelques-unes d'entre elles pour la capitale camerounaise pour prendre part à cette deuxième phase du championnat national de Ligue 1 et 2 au Cameroun. Une nouveauté donc pour le championnat camerounais. Nous reviendrons de long en large sur cette question. Nous dirons également un mot sur l'afro-basket féminin et le Cameroun qui est donc qualifié pour cette compétition. Aussi la Coupe du Cameroun avec l'opération Marathon qui est pratiquement lancée maintenant. Les Jeux universitaires qui se terminent samedi prochain dans la ville de Tchang à l'ouest Cameroun également. Cette signature d'un nouveau contrat entre la Fédération camerounaise de football et Orange Cameroun. Tous ces sujets, c'est à décrypter sur ce plateau d'Au cœur du sport avec nos invités qui sont déjà en plateau. On les retrouve juste après ceci. Retour sur le plateau d'Au cœur du sport sur Canal 2 International avec notre premier invité, William Tchango. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Michael, bonsoir aux millions de téléspectateurs du Canal 2 International. Et je voudrais adresser un bonsoir particulier à Théodore Chouangé qui est scotché devant son petit écran. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du site d'information lyonindomptable.com. Oui, absolument. Rédacteur en chef, plus précisément. Rédacteur en chef. Voilà, du site Lyon Indomptable. Et qui est non seulement un site, mais aussi qui produit depuis quelques mois un magazine que distribué numériquement. Donc, je pense que c'est un projet sur lequel nous travaillons et que nous allons davantage développer. Alors, je vous reçois avec l'Afro-Basket justement avec le Cameroun qui est qualifié pour l'Afro-Basket 2019. William, les Lions qui ont battu en aller et retour la République démocratique du Congo, d'abord à Yaoundé, au Palais des Sports il y a quelques jours, 91 à 46 avec un écart de 45 points pratiquement. Et au retour en République démocratique du Congo, 70 à 66, un score un tout petit peu étriqué avec la République démocratique du Congo qui a dominé pendant les trois premiers cartons, effectivement. Est-ce que ces performances des Lions sont de nature à rassurer pour cette compétition de l'Afro-Basket 2019? Bon, c'est vrai que après le premier match, avec ce score lâche en faveur des Camerounaises, les filles ont, on dirait, un tout petit peu dormi sur leur laurier parce que au deuxième match, le Cameroun a été longuement mené de 20 points par moment avant de se rattraper vers la fin et de s'imposer sur ce score étriqué. Donc je pense qu'à la fin du match, il y a eu certes la victoire et la qualification du Cameroun, mais que ce soit le staff et les filles, et elles-mêmes, la capitaine Marie-Ange Foula en tête, elles se sont un tout petit peu inquiétées, se disant franchement, si on continue sur cette lancée, c'est sûr que après ça peut donner des résultats pas très intéressants. Donc, et l'avantage qu'elles ont eu dans cette compétition, c'est que toutes les équipes d'Afrique centrale, la zone 4 attendues, ne sont pas arrivées. Le Gabon, Donc, par exemple, oui, qui a désisté. Voilà, donc au final, il n'y a eu que deux équipes qui étaient obligées de jouer en aller-retour. Cameroun-RDC, on attendait le Gabon, qui jusqu'à la dernière minute était attendu, mais qui pour un problème inexplicable a finalement décidé de ne pas se rendre à Yaoundé. Et sur la question justement, William, est-ce que le désistement du Gabon, qui est quand même un poids lourd du basket en Afrique centrale, il faut le dire, hein, est-ce que le désistement du Gabon n'a pas été finalement favorable pour le Cameroun? Oui, je devais y arriver en fait. Ça a été favorable pour le Cameroun, tout comme l'absence des autres équipes de la zone 4 qui ne sont pas arrivées. Donc, je pense que si le Cameroun avait d'autres matchs à livrer dans cette compétition, c'est sûr que cette deuxième rencontre, avec ce score difficilement acquis en leur faveur,
aurait certainement entamé le moral de ces joueuses dans la perspective des prochaines rencontres. Heureusement, il n'y avait que la RDC comme adversaire et cette deuxième rencontre laborieuse était finalement la dernière pour le Cameroun qui avait tout de même bien assuré lors du premier match avec ses 45 points d'écart. Merci William d'être venu à cette émission au cœur du sport et on reçoit toujours ici sur notre plateau un entraîneur de football très connu justement dans le monde du football au Cameroun. Le coach Richard Towa est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Michael, bonsoir à tous les téléspectateurs, n'est-ce pas, de Canal International. Coach, avec vous, c'est un réel plaisir, n'est-ce pas, d'être sur votre plateau ce soir. Merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous de la Coupe du Cameroun, justement, où les tirages ont été effectués la semaine dernière et quelques rencontres ont déjà eu lieu au regard des délais exigés par la Confédération africaine de football. Coach, est-ce qu'on ne court pas le risque justement de vivre le même scénario de l'année dernière où le Cameroun a été disqualifié des compétitions de la Coupe de la CAF, bien sûr, pour n'avoir pas donné à temps le nom de son représentant, vainqueur de la Coupe du Cameroun pour cette compétition? Oui, Michael, permettez-moi d'abord de dire un brillant n'est-ce pas, bonsoir à mon fils, Karl-Heinz, qui est actuellement à la maison, qui nous regarde, et au capitaine Fethieu, que vous connaissez très bien. Voilà, j'ai connu un monsieur que je passe par ce canal aussi pour lui dire effectivement qu'on forme déjà une famille. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai beaucoup d'estime. C'est pour ça que je lui passe vraiment ce bonsoir. Et c'est un réel plaisir pour moi d'avoir connu ce monsieur qui a vraiment beaucoup de caractère. Alors il a trouvé aussi quelqu'un qui avait un caractère aussi bien fort. Donc on a formé une très bonne famille et je suis content d'avoir fait dans sa connaissance. Bien, pour ce qui est du sujet que vous avez abordé tout à l'heure, je crois que la Coupe du Cameroun aujourd'hui, comme dans les temps passés, ça a été toujours un événement vraiment très grandiose pour, n'est-ce pas, pour les footballeurs. C'est dommage que la saison passée, on n'a pas pu avoir un représentant en temps, mais cette fois-ci, on est en train de tirer presque à cette direction. Mais ça deviendra un peu difficile avec le temps qui est en train de courir maintenant, parce que jusqu'au mois de juin, je crois, on aura effectivement dans les délais à pouvoir donner un représentant qui, n'est-ce pas, jouera pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Ceci étant, les éliminatoires vont commencer déjà mercredi comme c'est prévu. Il y a une région comme celle du sud-ouest où on n'a pas encore, il y a encore un match à jouer pour pouvoir avoir les 3 candidats qui vont représenter, n'est-ce pas, cette région. Je crois que ça sera difficile, mais ça sera un jeu marathon auquel les joueurs doivent aussi, n'est-ce pas, s'arriver. Ça ne serait vraiment pas évident, mais je suis tout à fait convaincu que avec l'organisation, n'est-ce pas, qui est mise en place aujourd'hui pour que ces matchs se jouent, n'est-ce pas, avec une grande vitesse, ça fera vraiment pas plaisir parce qu'à un certain moment, c'est un match de 1-0, il faut sortir, un but, vous marquez un but et puis vous le gagnez. Ça ne serait plus aller-retour comme ça a été, n'est-ce pas, dans les années précédentes. Mais je dis, ça peut se réaliser, mais ce n'est pas quelque chose de très aisé, n'est-ce pas, pour ces joueurs. Oui, justement, et j'allais justement vous poser la question, en regardant le calendrier de la Fédération camerounaise de football, on se rend compte qu'il y a des matchs programmés pratiquement tous les 2 jours. Est-ce que ce ne sont pas ces jours-là qui vont en souffrir physiquement? Justement, sur le plan de la physiologie, n'est-ce pas, de la récupération, ça ne sera vraiment pas évident parce que là, il y a un effort, n'est-ce pas, qui est déployé par ces joueurs. Presque à chaque 72 heures, il va falloir jouer pour ceux qui joueront les playoffs. Dimanche et puis mercredi, il faut enchaîner. Et ça sera vraiment très difficile. C'est pour cela que pour les entraîneurs, c'est un cas vraiment très, très délicat. Ils ne seront qu'en train de travailler, n'est-ce pas, la régénération à chaque moment pour que ces joueurs, n'est-ce pas, dans l'état physique aient des capacités de pouvoir se déployer sur le terrain. Mais je dis que ce n'est pas très, très, très aisé parce que déjà que ces équipes, il y a beaucoup de joueurs parmi qui ne sont pas déjà habitués à ce rythme. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va perdre un match parce qu'on est très mauvais, juste parce que la récupération n'est pas tout à fait l'idéal pour ces joueurs. Mais, comme on l'a dit, l'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver un représentant pour le Cameroun d'ici le mois de juin. Je suis entraîneur de foot et je sais ce que c'est, par exemple, pour des joueurs de sortir tout de suite dans des matchs aussi intensifs, parce qu'il y aura des matchs avec une haute intensité, surtout pour ceux-là qui joueront le play-off pour être champion le dimanche. Il va falloir tout de suite enchaîner le mercredi. Ça ne sera vraiment pas évident. Ben, quand on parle des footballeurs de haut niveau, il va falloir s'y atteler, mais je suis tout à fait persuadé que ce n'est pas très aisé, n'est-ce pas, pour ces entraîneurs.
Merci coach d'être venu et on va rester avec la Fédération camerounaise de football pour accueillir un autre invité sur notre plateau ce soir, très connu justement des milieux sportifs, des plateaux de télévision, Charles Mongué Mouémé. Il est avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michael, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes consultant en marketing et communication. Oui. Voilà, et vous intéressez beaucoup aux questions de sport et de football. Et en parlant justement de marketing et même de communication, on l'a appris ce jour, la Fédération camerounaise de football qui vient de signer un nouveau contrat de sponsoring avec Orange Cameroun. Et une question se pose d'emblée, Charles. À quoi sert justement tout cet argent parfois quand on assiste à ces questions, ces problèmes de primes qui sont devenus tellement récurrents à la Fédération camerounaise de football? D'abord, je ne sais pas s'il s'agit de question d'argent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Vous savez, le sponsoring, ce n'est pas forcément de l'argent en numéraire. Hein. Ça peut être d'autres rapports. Maintenant, la fédération nous a promis la transparence le jour où elle parlait du contrat de coq sportif. J'espère que la même transparence sera observée pour le contrat d'Orange, qu'on nous dira de quoi il s'agit. Est-ce que ça concerne les Lions A seulement? Est-ce que ça concerne les autres équipes sélection nationale inférieure? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que c'est plutôt la fédération dans son ensemble et elle choisira les domaines dans lesquels elle va faire intervenir? Vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait un nouveau contrat, c'est un renouvellement de bail. C'est-à-dire que Orange est là dans la maison depuis un moment. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener Orange, entreprise camerounaise, avec la mauvaise santé de notre foot, la mauvaise image que notre foot donne, à sponsoriser quand même, à continuer son sponsoring? D'abord, il y a un élément de fidélité. Hein. Quoi qu'on dise à un moment donné, quand vous avez un partenaire, même quand il est en difficulté, vous vous estimez dans le devoir de l'aider. Et ensuite, il peut y avoir des raisons stratégiques. Si je ne suis pas là, le concurrent risque de prendre la place. Donc, pour que le concurrent ne prenne pas la place, je préfère la garder, même si on est dans une période tumultueuse. Je préfère quand même garder la place parce que dès que je m'en vais, le concurrent la reprend et l'embellie arrive, c'est moi qui vais regretter parce que le concurrent, lui, va prolonger. Donc je crois qu'il y a de bonnes raisons que... Mais c'est une bonne nouvelle pour la fédération qui avait déjà des difficultés parce que j'apprends qu'on ne peut même pas payer les secrétaires généraux régionaux, qu'on ne peut pas les payer. On a demandé au président des ligues régionales qu'on ne peut pas payer vos secrétaires généraux, donc débrouillez-vous. Et ceux qui ont les moyens de les payer par leur propre poche, ils sont en train de recruter des secrétaires généraux qui ne seront pas payés par la fédération de façon formelle. Est-ce que ce type d'apport, justement, c'est vous, la presse, qui devez leur demander, mais alors avec un sponsor, est-ce qu'on ne peut pas régler ce type de problème? Une ligue régionale sans secrétaire général, ce n'est pas possible de fonctionner, c'est le patron de l'administration. Alors si c'est lui que vous choisissez de ne pas payer, ça pose quand même des problèmes. Donc, est-ce que cet apport d'air que le sponsor en question apporte, comme vous dites Orange, vous-même je peux le dire, je croyais que je risquais d'enfreindre les règles de votre service de publicité ici. Donc je dis que, très honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour la fédération. Maintenant, il reste à nous donner les informations pour qu'on puisse avoir des grilles d'analyse, pour qu'on puisse savoir que est-ce qu'on a vendu, comme on dit chez nous trivialement, est-ce qu'on a vendu le football camerounais moins cher ou est-ce qu'on l'a vendu au juste prix? Est-ce que Orange a été plutôt large par rapport à la santé réelle de notre football aujourd'hui? J'ai vu la cérémonie, j'ai vu que le ministre des Sports était là, j'ai vu qu'il y avait l'ambassadeur Roger Mila, il y avait du beau monde dans la salle. Le directeur général d'Orange lui-même s'est déplacé. Ça veut dire qu'il prend ça en importance. C'est des signes qui montrent qu'on estime que l'événement qui va se dérouler est important. Ils étaient chacun sur son 31, bien habillés, tout le monde était beau dans la salle. Donc je pense que tant mieux pour la fédération. Et attendons les informations. Attendons. Mais cet argent, puisque vous l'avez demandé pour terminer, à quoi ça devrait servir? Ça devrait servir à financer les activités de la fédération. Vous savez, la fédération a plein d'activités. Et quand vous regardez les statuts, la première, c'est vulgariser le football. Mais alors, vulgariser, on doit jouer au foot dans tous les coins et recoins du Cameroun. C'est le rôle de la fédération. Alors, vous estimez bien que pour payer des entraîneurs qui vont aller parler du foot dans un petit village, dans un petit coin perdu,
Il leur faut des moyens de transport, il leur faut du carburant, il faut du séjour. C'est des activités qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on ne regarde pas beaucoup, mais c'est elles qui sont importantes. Nous, on regarde le sommet, les championnats, les grandes compétitions, mais c'est ces activités-là qui produisent les champions. Ils doivent aller même au niveau de la FENASCO pour regarder les petits bambins, les minimes, etc. La valorisation du football jeune. Absolument. Ça demande beaucoup de moyens. Et c'est bien d'avoir des sponsors pour les impulser. Pour les réaliser. Voilà. Merci infiniment, Charles, d'être venu. Le quatrième invité, Emmanuel Mahop. Il est consultant sportif lui aussi. Je rappelle que vous représentez ce soir la Ligue de football professionnel du Cameroun sur ce plateau. Mais je vous accueille avec ce sujet sur les Jeux universitaires qui s'achèvent samedi prochain dans la ville de Tchang, c'est à l'ouest du Cameroun. Vu la proximité avec la ville Bamenda et même de la région du nord-ouest en général, et tout ce qu'on connaît comme environnement sécuritaire dans cette région du Cameroun avec des exactions, parfois de personnes présentées comme des séparatistes dans le département de la Ménois, Fongo-Tongo précisément. Est-ce qu'on est en droit de dire, Emmanuel Mahop, que la FENASU a jusqu'ici réussi le pari au moins sécuritaire de l'organisation de cette compétition? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous dire que c'est sympa. Gérer l'une des figures du 20h sur la verte que vous êtes, que vous pensiez à moi pour un échange sportif comme ça, je trouve ça sympa. Merci et je salue les copanélistes. Évidemment, le football de l'erreur que je n'ai pas revu depuis, Charles aussi et l'espère justement à ma droite, j'oublie pas William. Donc après affirmatif justement, je représente la LFPC, la Ligue professionnelle de football d'ailleurs, qui est en train de faire un événement exceptionnel à travers les playoffs. Vous en verrez les événements flow, nous y reviendrons, mais je me permettrai de les saluer, de saluer tout l'exécutif et tout ceux-là qui ont la charge d'organiser les playoffs. On ne peut plus réussir de l'histoire du football moderne au Cameroun. Mais maintenant, pour répondre à votre question, je pense que ceux-là en charge d'organiser les Jeux universitaires de Tchang, les Jeux inhérents au COPS, on pensait au volet sécuritaire. Vous savez, indépendamment de ça, Tchang est une ville, est un site touristique, voyez-vous. À un moment donné, quand le tourisme rapportait au Cameroun, Tchang était l'une des destinations les plus prisées. Et indépendamment, j'allais dire nonobstant, la proximité justement avec ces régions frondeuses sur le plan sécuritaire, je pense que le volet sécuritaire, passez-moi la répétition, y est assuré. Vous n'en avez pas entendu un écho allant dans le mauvais sens sur le plan de la sécurité. Donc c'est en train d'être réussi. Et vous savez, le Cameroun a ceci de particulier, c'est qu'on allie l'utile à l'agréable, c'est-à-dire les connaisseurs, ils organisent, et indépendamment du fait que ce soit une fête sportive, il y a le volet culturel, il y a le volet touristique, il y a le volet, tous ces volets-là inclus en un, et ça fait que les Jeux juifs à Tchang certainement seront très réussis. Et revenons sur la compétition en elle-même maintenant. L'Institut national de la jeunesse et des sports est parti à nouveau pour être vainqueur de cette autre édition, comme l'année dernière et comme dans les années précédentes. Est-ce que finalement, on n'organise pas les Jeux universitaires pour que l'INJS gagne? On ne vous apprendrait pas à vous, Michael, à faire une modération d'une émission comme celle-ci. Ça veut dire que vous avez les outils pour. Voilà, on n'apprendrait pas non plus à une guenon, à un singe de grimper sur un arbre. C'est de fait inné en eux. Et du coup, permettez, suivez mon regard, INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, qui est taillé, qui doit former les instituteurs, qui doit former les formateurs de ces sports-là. Et évidemment, se doit d'en avoir ceux-là qui le pratiquent. Et du coup, ça devrait, à mon avis, être une évidence à chaque fois. C'est vrai qu'il y a d'autres établissements supérieurs qui de temps en temps leur donnent le pion pour certains sports, mais l'INJS de manière globale devrait à chaque fois qu'il y a les Jeux universitaires damer le pion, parce qu'ils ne vivent, ils ne mangent, ils ne respirent que le sport, et du coup qu'ils soient pratiques ou théoriques. Que répondez-vous à ceux qui disent que cet institut n'a pas les mêmes armes que les autres compétiteurs? Il va de soi. Il va de soi. On ne va pas dire que... On devrait peut-être retirer l'INJS. Oh oui, je le pense aussi, parce que de manière naturelle, parce que les instituts, enfin ceux-là qui font partie de cet institut-là, ils vivent, ils mangent, ils boivent, ils respirent sport, tant sur le plan théorique que pratique. Et du coup, en phase pratique, ça devrait être évident. Voilà, j'ai pris votre exemple maintenant. On ne vous apprendrait pas justement à faire une modération d'une émission. À supposer qu'il y ait un concours justement de journalistes, évidemment, il y en aura ceux-là qui sont taillés sur mesure qui prendraient ça. Donc on n'amènerait pas, je dirais, les animateurs ou bien ceux-là, les préparateurs physiques à faire un concours lié au journalisme. Non. Voilà, c'est les journalistes qui le gagneraient à chaque fois. Je pense que c'est pareil pour l'INJS. Qu'on les enlève, oui et non, ça dépendra même, je dirais. Mais après, il est tout à fait compréhensible et tout à fait acceptable que l'INJS, à chaque fois, remporte les prix, et tel est le cas en ce moment à Tchang.
Je rappelle que le débat n'est pas ouvert sur le retrait de l'INGS de la compétition. Je rappelais juste quelques propos d'internautes, par exemple, qui se disent parfois que l'INGS est très au-dessus, justement, des autres équipes et que peut-être il faut revoir, peut-être qu'il faut qu'on exclue l'INGS et bien d'autres, mais le débat n'est pas ouvert sur la question. Notre cinquième invité, c'est notre consultant maison, consultant Canal 2 International, Yves Tchamadeu. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Bonsoir Mike, bonsoir à tous les copanélistes, ainsi qu'à tous ceux-là qui nous regardent, tous ceux qui aiment cette émission et tout le monde à la maison. Merci, merci d'être là, merci d'être une fois de plus présent ici ce soir. Et vous étiez ici hier soir, Yves Tchamadeu, pour commenter aux côtés d'André Mirabeau-Mahop cette rencontre de la Champions League entre l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham. Une soirée de football, pratiquement une soirée folle. Après, une autre soirée, la soirée d'avant justement, entre Liverpool et le FC Barcelone. Deux journées justement, ou alors deux rencontres de Champions League qui ont donné du tournis, qui ont fait voir de toutes les surprises effectivement de l'histoire de la Champions League. On n'avait jamais vu ce type de remontada un tout petit peu spectaculaire, on va dire ça comme ça. Oui, je pense que l'Europe ou encore l'UEFA a vécu l'un des tournants majeurs du monde entier, même en général, l'un des tournants majeurs du football. Je pense que cette compétition ou encore cette édition, à mon sens, c'est assez. Il fallait donner le rendement qu'il fallait quand il a toujours été sollicité, parce que jouer des matchs comme ce fut le cas par Joël Matip dans des contextes aussi exigeants. Je me rappelle de ce match au Bayern de Munich en 8e de finale où Liverpool élimine cette équipe du Bayern, où Liverpool gagne l'équipe du Bayern de Munich. Je vous assure, quand vous êtes remplaçant, rentrer comme ça et donner le rendement directement. Vous savez, la paire défensive, ce n'est pas une paire qu'on mute facilement en football. Et donner le rendement à son âge, je pense que c'est la preuve que nous, au Cameroun, on a des talents. On ne fera pas un débat là-dessus. Mais malheureusement, on a un problème de la gestion des joueurs de certain niveau. Merci Yves Tchamadeu, c'est donc terminé pour cette pause actu. On va rentrer dans le débat, c'est juste après cette transition. Le premier sujet de débat qui nous interpelle ce soir concerne justement les playoffs du championnat national camerounais qui est passé justement ce championnat à l'étape des playoffs. Les 3 premiers de chaque poule ont été choisis pour les tops et les 3 derniers bien sûr pour les downs. C'est une nouveauté, on le disait tout à l'heure, dans le championnat camerounais. Et justement, le représentant de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Emmanuel Mahop, qui est avec nous sur ce plateau. Je vous pose la question, Emmanuel, qu'est-ce que la Ligue de football professionnel du Cameroun a prévu pour que les playoffs soient aussi attrayants, que la saison régulière du championnat? La Ligue professionnelle de football, par l'entremise des pouvoirs publics, a sollicité déjà les stades assez sympas, a sollicité les villes touristiques, vous l'aurez compris. Yaoundé, ville aux 7 collines, siège des institutions et une ville touristique aussi. C'est la capitale du Cameroun. Et Limbé, la cité balnéaire. Vous savez, quand on est dans un stade de Limbé, en Guémé notamment, on se croirait à Mont-Carlo. Donc du coup, la Ligue sur le plan touristique de la visibilité a mis les petits plats dans les grands. Et puis deuxièmement, quand vous parcourez l'event flow, justement, la LFC s'est entourée des grands consultants marketing justement et communicationnels de la Confédération africaine de football, qui sont en train d'amener du leur. Par exemple, à Yaoundé, ça je puis vous le garantir, d'entrée de jeu pour le match de dimanche, retransmis en direct. D'ailleurs, devrais-je rappeler que Canal 2 est un partenaire privilégié de la Ligue professionnelle. C'est pas Yves qui me démentira. Vous avez commenté les matchs à chaque fois et Canal 2 est un élément important. D'ailleurs, pendant les awards, retransmis en direct sur Canal 2 International, la chaîne verte. Donc, félicitations à Canal 2 pour le partenariat avec la Ligue. Je pense qu'il va continuer comme Orange tout à l'heure. Donc, c'était un intermède. Je poursuis en disant ceci. Pour le match de dimanche, par exemple, on aura, après avoir acheté le ticket, c'est très important de le noter, vous aurez droit à une boisson dont on se comporte déjà. On veut déjà pipoliser, j'ai envie de dire, les playoffs, on veut le rendre beaucoup plus attractif. C'est-à-dire pour ceux-là qui vont regarder le match en début de soirée et qui auraient peut-être une petite soif, dès qu'ils achètent le ticket, ils ont une boisson qui leur permet de se rafraîchir. Évidemment, en interne, ils pourront se rafraîchir. Donc, c'est autant de petites choses. Vous avez regardé l'event flow. Donc, sur ce plan-là, la Ligue professionnelle est en train de faire quelque chose d'inédit. Et vous verrez, après ces playoffs, on en redemandera. Et certainement, par la suite, il y aura une soirée pour remercier tous ces acteurs-là. Donc, c'est déjà ça. Et autre chose aussi, sur le plan du jeu, la Ligue professionnelle du football, qui au demeurant est une institution républicaine, avait pensé à l'entame de cette saison qu'elle
répondrait, qu'elle communiquerait sur un calendrier. Sauf que le petit bémol, c'est que justement, pour l'arrimage, certainement, la question reviendra maintenant avec les instances de la CAF, par l'entreprise de la Fédération congolaise de football. La Ligue a pensé que pour ces playoffs, qu'on ne jouerait plus les matchs en aller et retour, qu'on jouerait les matchs en aller simple. Donc, voilà, pour ne pas perdre de vue cet arrimage-là, la Ligue l'a fait. Mais honnêtement, sur un tout autre plan, sur le plan communicationnel, sur le plan de l'événement, certains sites Internet ont été choisis. Vous verrez, on aura des nouvelles minute by minute. Honnêtement, moi, j'ai envie d'y être, et je pense vous aussi, par l'entremise de Yves, vous parlant de Canal 2, parce que c'est le partenaire. Emmanuel, on a envie de vous demander, oui. est-ce que c'est tout ça, c'est tout ce que la Ligue a trouvé justement pour une telle phase du championnat camerounais, juste de la cosmétique, mais est-ce que les enveloppes, par exemple, pourraient être revues à la hausse pour les clubs? Alors, une question qu'on se pose, par exemple. Je savais que vous me poseriez cette question. On n'a jamais fait d'émission ensemble, mais je lui disais d'ailleurs tantôt à l'entente de mon propos ici, vous faites partie, vous êtes l'une des figures de Canal 2, du 20h, donc forcément vous avez des questions justes. Non, pour poursuivre, pour répondre à votre question, déjà il faut dire que les clubs sont passés à la caisse déjà depuis lundi. Les chèques ont été donnés à tous les clubs. Voilà pour ces playoffs. L'exécutif de la Ligue, emmené de main de maître par le général en deuxième session Sebingue, a pensé qu'il fallait que les clubs déjà soient en possession de l'argent que l'État leur avait promis par l'entreprise de la Ligue. Vous voyez, la Ligue fait quelque chose d'exceptionnel au Cameroun, c'est-à-dire elle se mue à une banque justement qui collecte l'argent pour remettre au club. C'est fait, c'est acté déjà. Maintenant, quand il y a une revue à la hausse, certainement après les playoffs, après qu'on ait connu le trio justement, ou le podium, voilà. Donc pareil pour la deuxième division. Vous savez, les cagnottes vont crescendo. Vous y assistez, je le prendrai à témoin, Marc Chouamo, etc., aux awas de la Ligue. À chaque fois, c'est des cagnottes qui vont crescendo. Vous savez, et on est dans l'ère du football moderne, forcément. Quand ça rentre de l'argent, quand ça génère de l'argent, on se doit de le redistribuer aussi. C'est ce que la Ligue va faire. Mais en attendant... les champions, en attendant que les champions soient connus, permettez-moi quand même d'entrer le jeu, parce que je sais ce qui se passe, d'apprécier la façon dont les playoffs seront faits, tant en haut de l'échelle qu'en bas. Ce sera un événement en nul autre pareil. On va faire du trop en un, c'est-à-dire quoi? En dehors du jeu, il y aura les attractions, il y aura le volet culturel, il y aura le volet justement merchandising, il y aura le volet communicationnel minute par minute. Et la Ligue, pour une fois, j'en aurai terminé, s'est mis à l'ère des NTIC en attendant nouvelles technologies d'information et de la communication. Tout le monde aura les résultats minute par minute. Et quand les buts seront marqués, vous les aurez minute par minute. C'est l'innovation cette fois-ci. Autant dire qu'on est allé en droite ligne avec le chef de l'État qui de nos jours utilise la toile, utilise ce genre de communication. La Ligue ne pouvait malheureusement pas être en reste. Voilà. On a envie d'applaudir. Hein. Après cet exposé et cette démonstration d'Emmanuel, on va revenir sur le jeu. On va revenir sur le jeu en lui-même. Coach Toa, 18 journées pour la première phase du championnat, dont 16 matchs par équipe. Avec les playoffs de 5 journées, justement, on est à pratiquement 23 journées pour ces équipes, pour cette saison qui s'achève bien loin des exigences de la FIFA ou bien de la Confédération africaine de football au sujet des équipes. Ça sonne donc comme une saison un peu ratée du point de vue compétition pour ces joueurs. Non, Michael, on ne peut pas dire que c'est une saison complètement ratée. Disons que avoir l'intensité, n'est-ce pas, qu'il y a eu dans ce championnat, malgré qu'il s'est joué, n'est-ce pas, en 8 matchs allés, 9 matchs allés et 9 au retour pour avoir ces 18 matchs. Je crois que ça a été vraiment très intense. Et en plus aussi de cela, il y a eu des équipes qui se sont préparées pendant plusieurs mois avant d'aborder le premier match du championnat. Disons que d'une part, ça n'a pas été très facile pour ces joueurs déjà de ne pas connaître effectivement le calendrier propre auquel on a préparé, n'est-ce pas, ce championnat. Mais celui du championnat en lui-même, il a été vraiment très intense parce que là, les gars jouaient mercredi, dimanche. Chaque deuxième semaine, il y avait un match qui se jouait le mercredi. Et maintenant, je pense que ces joueurs, à un certain niveau aujourd'hui, veulent absolument que ces playoffs, n'est-ce pas, il va à sa fin. Pourquoi? Parce que sur le plan technique, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'intensité. Mais vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes qui ont eu des difficultés sur le plan administratif et financier. Ceci étant, ça joue un très grand rôle, n'est-ce pas, sur le plan mental de ces joueurs. Et c'est pour cela que je dis, ce play-off, il est organisé pour 5 matchs. Déjà, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que ces joueurs joueront sur des terrains qui sont tout à fait praticables. Et là, c'est quelque chose, n'est-ce pas, à saluer. Et de l'autre côté aussi,
Ne pas jouer ce match aller-retour, pour certaines personnes, c'est une bonne chose. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait cela. Pourquoi? Parce qu'en jouant encore 10 matchs, aller-retour, ça devait donner, n'est-ce pas, une certaine logique, n'est-ce pas, pour ces champions qui ont besoin de plusieurs matchs. De plusieurs compétitions, voilà, de plus de compétitions. Arriver à plusieurs matchs, oui, afin de pouvoir décrire ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je dis, pour moi, sur le plan technique, c'est quelque chose qu'il va falloir soigner dans l'intensité et revoir, n'est-ce pas, sur le plan de la régénération aussi. Charles, est-ce qu'on doit justement se contenter de ce que les matchs ont été très intenses et bien d'autres qu'on a joué plusieurs rencontres, peut-être parfois 2 rencontres ou 3 rencontres en l'espace d'une semaine seulement. Mais je rappelle justement que les standards dont je parlais tout à l'heure de la FIFA ou de la Confédération africaine parlent de 35 matchs minimum et de 50 maximum justement pour avoir une saison totalement achevée. Mais au Cameroun, on en est à 23. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai failli applaudir quand Emmanuel parlait. Parce qu'il m'a rappelé un peu quelqu'un de la communication de la CAN 2019. Quand il faisait ses prestations médiatiques, on avait déjà la CAN. On y était déjà, hein, on la jouait. C'est-à-dire que la plus belle du monde, hein, c'était la plus belle CAN. Vous vous souvenez, non? Je ne sais pas son nom, c'est un journaliste qui est très poétique quand il fait ses envolées-là. Mais en réalité, la personne qui, jusqu'à ce que le TAS en décide autrement, dirige le football camerounais, a dit que le championnat là est bancal. Et que lui, il n'est pas comptable de ce championnat qui se joue là. Le sien commence la saison prochaine. Ce que vous faites là ne le concerne pas. Quand on dit qu'on n'est pas comptable de quelque chose, c'est qu'on n'en répond pas. On estime que jouer, je n'en réponds pas. Donc ne me demandez rien à ce sujet-là. Alors quand vous avez un championnat comme ça qui va ouvrir les playoffs, dont on ne connaît pas tous les participants, parce qu'il y a des litiges à la commission de recours. Tout à fait. Vous savez bien qu'il y a des litiges à la commission de recours qui ne sont pas encore apurés. On ne sait pas encore qui joue les playoffs réellement, notamment ceux de la descente. On ne sait jamais, les choses peuvent même rebondir et toucher ceux de championnat. Il y a aussi le cas UMS. On a une place pour tout ce qu'on est en train de faire là, c'est une seule place pour la Champions League africaine. Le général, on ne sait pas à combien on jouera la saison prochaine. Il a dit pour la Ligue 2, il veut je ne sais pas combien, une vingtaine pour la Ligue 2, la Ligue 1, et puis quelques 15 ou 16 pour la Ligue 2. Toutes ces choses sont brumeuses encore. Mais pour la saison elle-même, les Yves reportaient les matchs très très bien, on les regardait. Mais très honnêtement, ne nous mentons pas, on a un problème. Il vient de parler du foot mondial, là. Il y a pas, c'est lui-même qui est consultant au championnat du Cameroun. C'est lui qui a dit que le niveau, là, que vous avez vu hier et avant-hier, là, oui, vous ne voyez pas qu'on est très loin et que l'écart se creuse toujours, chaque jour, davantage. Nous ne devons pas nous satisfaire de ce que nous voyons là. Très honnêtement. Moi, j'ai vu un championnat qui s'est joué quasiment à l'extérieur pour toutes les équipes. Pratiquement personne n'était à domicile. Donc, côté public, franchement, le public n'était pas concerné. Plusieurs personnes ne jouaient à la maison. Quand vous tous, 2 équipes de Douala, vous partez jouer à Limbe ou jouer en terrain neutre. Vous n'avez pas vos supporters, compte tenu des moyens financiers du Camerounais normal. Les voyages tous les jours, il ne peut pas se les payer. Les problèmes de circulation, parfois, pour aller aider, vous faites 2 heures à ça ici. Même aller regarder un match à dire, c'est pas évident parfois. Je ne parle pas des problèmes de sécurité qui foutent la peur à certains. Vous avez vu Coton Sport, jadis si souverain, mais qui ne voyage plus par avion et qui n'a pratiquement pas gagné à l'extérieur. Si je ne me trompe pas. Zéro victoire. À l'extérieur. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans les conditions des autres équipes quand elles vont au nord. C'est-à-dire que le Coton s'est retrouvé dans cette situation-là cette année et le Coton a vu que ce n'est pas évident, Garoua, Douala ou Douala, Garoua, à train, voiture, etc., vous arrivez de lessiver. C'est pour ça qu'il gagne tout le monde là-bas. Mais lui aussi, il a souffert de l'autre côté. Donc, moi, je pense que c'est un championnat de transition. Ça devrait être un championnat de transition. Mais ce qui me chiffonne, c'est que je n'ai pas l'impression que c'est considéré comme ça. Quand j'écoute Emmanuel Mahop, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'aboutissement, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de ce qui se passe.
championnat référent. Oui, quand je l'écoute. Or, ça devrait être quelque chose qui fait une transition parce qu'on a eu des problèmes. Nous les avons reconnus tous. La Coupe du Cameroun, il en a parlé tout à l'heure, c'est le président qui fixe la date. Et donc, on a 3 mois parfois de flottement après les demi-finales. On ne sait jamais quand il se joue. Alors, on devait se dire, en ce moment-ci, la réflexion devait être très avancée pour la saison d'après, pour savoir comment les choses allaient se passer. Les techniciens du foot, ceux qui sont près du foot, devaient déjà être à un niveau d'information très avancé. Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont mieux informés que nous sur la saison prochaine. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression qu'à la LFPC, on ne considère pas que c'est une saison de transition. On veut des représentants que la FECAFOOT ne reconnaît pas. C'est tout ça qui m'embête. Hein. Parce que quand vous dites que vous n'êtes pas comptable d'un championnat, vous êtes en train de fourguer à la CAF un champion que vous ne reconnaissez pas. La logique aurait été de dire à la CAF, messieurs de la CAF, nous, la FECAFOOT, nous ne sommes pas comptables du championnat qui se joue cette année. S'il vous plaît, nous faisons l'impasse sur les compétitions de la saison prochaine. On vous le demande respectueusement, ne nous suspendez pas, ne nous appliquez pas les foudres de la loi quand on s'est désisté, mais on revient une saison après. C'était ça qui est la logique. Vous ne pouvez pas ne pas reconnaître votre championnat et aller affilier son champion à la CAF. Ça veut dire que vous méprisez quasiment la CAF. Et merci. Je ne pense pas que ce soit le but de la manœuvre. Merci Charles. Je voudrais qu'on revienne sur le jeu en lui-même. Yves, parlons un peu des forces en présence. En Ligue 1, par exemple, on aura Coton Sport de Garoua, Dragon, Feucheux FC, APGS de Fou, Stade de Renat et UMS de Loum. Est-ce que cette nouvelle formule favorise justement les outsiders? Parce qu'on retrouve là justement des outsiders, des personnes qu'on n'avait pourtant pas espéré voir à ce stade de la compétition, mais qui sont, cette nouvelle formule a peut-être l'avantage de favoriser les outsiders. Oui, bien sûr. Je pense que s'il faut le voir sur le côté quantitatif, ça peut favoriser. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme le Cameroun qui a la CAN 2017 étant un outsider et qui n'a que joué ses 6 matchs et est devenu champion d'Afrique. C'est-à-dire que vous vous dites qu'on joue 6 finales, on se met à fond, on définit un budget pour mettre les enfants dans les meilleures conditions et après on attend les résultats. Donc, de ce point de vue, ça peut se faire parce que vous savez, le championnat à saison régulière est souvent difficile pour ces petites équipes, on va le dire comme ça, parce qu'il est long et il faut avoir une certaine constance dans la mise à disponibilité des moyens, dans la mise à disponibilité de la ressource humaine et dans le ratio qualité-quantité de l'effectif dont vous possédez. Parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas les moyens de vous approvisionner, par exemple, peut-être 20 très bons joueurs, à partir du moment où vous avez peut-être 5-6 joueurs indisponibles, blessés, suspendus pour des cartons, ça devient compliqué sur le plan du résultat sur l'aire de jeu. Alors que pour un mini-tournoi comme celui-là, les risques de blessure, si on veut aller sur une base où on jouera seulement ces 5 matchs, sans prendre en compte peut-être le championnat, la première phase passée, les risques de blessure peuvent être diminués parce qu'on n'aura que 5 matchs. Donc ça fait que vous avez des équipes comme Dragon, à mon sens, qui a fait un très bon championnat, l'un de ses meilleurs d'ailleurs, il faut le dire, avec le travail commencé la saison dernière par le Cotoa ici. Des joueurs comme Jean qui ont été recrutés, Mbaye, c'est vrai, il est parti. Cette équipe de Jaguar a quand même fini deuxième de sa poule derrière Coton Sport Garoua, avec la deuxième meilleure attaque, je pense 23 buts, Coton Sport qui a fini avec 30 buts. Et avec A son sein, cette saison, l'un des meilleurs artificiers de ce championnat, la personne d'Ekolo Malolo, qui étale de tout son talent ce championnat, qui a une responsabilité et qui a une confiance assez aisée dans son jeu. Je pense que le coach peut le témoigner, il a eu à rencontrer ce joueur cette saison. Je crois que c'est réellement le dépositaire du jeu de Dragon. C'est une équipe qui évoluera à domicile parce qu'on sait que ces matchs se joueront à Yaoundé. Et c'est un avantage conséquent. Et derrière, vous avez Achukerido qui a une très grosse expérience, qui est un gardien de but. Et quand vous avez une équipe, vous avez un gardien confiant, d'expérience et de qualité. Vous êtes au moins sûr qu'au niveau de la ligne défensive, vous avez un minimum de crédit, un minimum d'acquis en termes de sérénité. Maintenant, à côté, il y a une équipe d'APGS qui, depuis son accès en première division, bataille toujours pour jouer le quintet de tête. Une équipe qui a son système de juvénisation d'effectifs, à un moment donné, qui renouvelle,
mais qui a eu de gros soucis cette saison parce qu'il y a un débuté avec l'absence des joueurs cadres la saison dernière, Nelson Mouke qui est parti du côté de New Star. Il y a le capitaine Oli Jacques qui est parti aussi du côté de New Star. Donc, Kofana qui est parti, qui est revenu. Ça fait qu'ils ont débuté la saison difficilement avec 5 matchs consécutifs sans victoire, mais après, ils ont pris le rythme. Et le capitaine Wonazo de cette équipe a pris les choses en main, responsable de son équipe et a galvanisé les troupes. Ça fait que l'équipe s'est retrouvée actuellement au play-off. Donc je pense que c'est une formule favorable pour les outsiders sur le plan quantitatif. N'oublions pas, comme Charles le disait, une équipe de Coton Sport qui a eu maille à partir cette saison avec les matchs à l'extérieur. 0 victoire, 4 buts marqués, 7 buts concédés. À l'extérieur, cette saison en championnat, l'un des plus mauvais ratios pour Coton Sport de ces 5 dernières années à l'extérieur. Et quand on sait que cette équipe jouera uniquement à l'extérieur pendant ces playoffs, il faut dire que cette saison à Yaoundé, Coton Sport n'a gagné aucun match, une défaite face à Tonnerre de Yaoundé et un match nul face au Dragon à Yaoundé aussi. Donc, ce n'est pas une pelouse qui a souri Coton cette saison. Donc, ça va être compliqué, mais après, ça reste sur du gazon, ça reste notre compétition, ça reste notre phase, ça reste notre préparation. Et avec l'arrivée de Ndoumbe Bosso, qui a une expérience certaine de ce championnat camerounais, qui aura peut-être envie de prouver qu'Coton Sport reste le favori sur le papier, vu quand même que l'équipe a eu le maximum de points des 2 poules à l'issue de la première phase, avec le meilleur quota de nombre de buts marqués. Mais après, en parlant des outsiders, il y a ce côté quantité de matchs à disputer qui reste favorable, ou comme je l'ai dit, en 5 matchs, on peut se mettre dans la bataille, on peut tout donner et on arrache les victoires comme ça, parce que tout le monde va jouer, tout le monde, en une seule phase. Je te tape, je suis devant toi. Je te tape, je suis devant toi. Donc, c'est un avantage. Ce duel direct est un avantage pour ces équipes. Mais si Coton se fixe à Yaoundé, il n'aura plus de problème de déplacement. Hein. Non, mais pendant les playoffs, je suis certain qu'ils vont se fixer. Non, non, c'est ça, la question. Ils n'auront plus les va-et-vient. Là, ça peut changer. Non, j'y arriverai, Charles. En fait, c'est que toutes ces équipes seront basées à Yaoundé. Vous ne pouvez pas jouer sur 3 semaines, 1 mois, faire les allers-retours, tout ça va être compliqué. Ma question, à travers l'exposé de mon ami Emmanuel, c'était de savoir qu'est-ce qui est prévu pour ces clubs qui se déplaceront du côté Yaoundé en termes d'accompagnement de la part de la Ligue, qui a décidé de jouer ces playoffs. Tous ces playoffs à Yaoundé. Oui, on peut comprendre le côté. C'est-à-dire d'accompagnement en termes d'hébergement, par exemple, et bien d'autres. Même financier, parce que. Peut-être de la cagnotte qui pourrait être élevée après, mais au-delà justement du bel aspect, je vais encore dire ça comme ça, cosmétique qu'il a évoqué tout à l'heure, on se demande justement si un accompagnement a été prévu pour ces clubs, là, justement, qui vont se déplacer pour Yaoundé, parce que la décision a été prise par la LFPC, justement, de faire jouer toutes ces rencontres à Yaoundé. Sauf qu'il y a une petite décharge. On va peut-être pas, je ne vais pas dire tirer, mais on va pas peut-être donner du tort comme ça. Il y a ce côté esthétique qu'il faut mettre en avant, parce que le football, c'est un spectacle qu'il faut vendre. Il n'y a qu'à Yaoundé et Limbo aujourd'hui, il y a des aires de jeu remarquables. Il n'y a que la disponibilité des infrastructures ne dépend pas entièrement de la Ligue. Ça dépend du gouvernement camerounais à travers le MINSEP, qui donne les clés des stades à la Ligue et qui loue ces stades pour faire jouer les équipes. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, en tant qu'organisatrice de ce championnat, de déporter les équipes pour jouer dans une ville, il y a une équipe qui vient de Loum, une équipe qui viendra de Garoua, des équipes qui viendront de l'Ouest à la travers Fetcheux. Il faudrait que la Ligue prenne vraiment des responsabilités là-dessus. Je ne sais pas ce qui a été prévu, peut-être Emmanuel nous dira. En plus du jeu, il y a ce côté qui va être important dans la motivation des administrateurs ou des dirigeants de ces clubs pour aussi transmettre cette motivation aux joueurs afin d'aborder cette étape de la compétition qui sera très importante dans la qualité du spectacle et dans la rentabilité peut-être du côté marketing, comme Emmanuel le disait pour la Ligue. Avec la Coupe du Cameroun qui va aussi, n'est-ce pas, intervenir le mercredi, ces équipes seront obligées de jouer une fois par semaine. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester à Yaoundé pendant toute une semaine. Donc, Coton pourra rester, mais une équipe comme UMS ou Fetcheux, je ne trouve pas que cette équipe restera toute la semaine à Yaoundé. Il vaut mieux rentrer dans sa base et puis revenir, n'est-ce pas, en fin de semaine. Donc, ce voyage-là, je sais pas. Et autres. Voilà, justement. Emmanuel nous dira peut-être tout à l'heure ce que la Ligue a prévu pour cela, mais après avoir parlé justement de ces clubs-là qui se battent, et de ces hubs, justement, comme appelé la Ligue de football professionnel du Cameroun. On va parler de ces clubs, justement, qui se battent. William, pour se maintenir, ne faut-il pas craindre, justement, pour les équipes, le pire, pour les équipes du littoral qui ont 3 représentants pratiquement sur les braises, on va dire ça comme ça, Union de Douala, Astre et New Star. Effectivement, ne faut-il pas craindre pour ces 3 clubs de la région du littoral?
Tout à l'heure, Yves, dans son exposé, a dit quelque chose de très important, à savoir que lorsqu'on joue dans cette formule-là, ça favorise un peu les petits poussés. Ouais. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, on a 5 finales, on a 4 finales, on a 5 finales pour peut-être se sauver ou alors pour accéder en première division ou bien alors pour remporter le titre. Donc c'est pour cela que je crains un peu pour les cas des 3 équipes du littoral qui sont engagées dans cette phase des play-offs, bien des play-down, comme beaucoup aiment le dire. Donc avec Union de Douala, Astre de Douala et New Star. Donc le seul fait pour ces 3 équipes d'avoir terminé le championnat au bas de tableau, ça peut forcément atteindre le moral non seulement des joueurs qu'on attendait un peu plus haut, mais aussi des dirigeants. Donc, à un moment, les dirigeants peuvent, c'est-à-dire pour avoir fait une première partie de saison médiocre, peuvent s'embrouiller au moment de chercher peut-être la solution pour sauver la face lors de cette phase des play-down. Donc, honnêtement, pour ces équipes, il y a de quoi craindre, surtout qu'avec tous les commentaires qui se font sur elle, notamment sur New Star, par exemple, qui était à 2 doigts de se qualifier pour la phase de groupe de la Coupe de la CAF en début de saison. Je pense que cet événement a comme créé une sorte de traumatisme à cette équipe qui a connu une saison incroyablement mauvaise. Donc, quand vous voyez une équipe qui avait, avec l'effectif qu'elle avait, qui termine la saison avec 4 victoires en 16 matchs, c'est véritablement à se poser des questions. Pareil pour l'Union sportive de Douala, qui, il faut le rappeler, avait terminé la phase aller en étant leader de la poule A avec 14 points devant Coton Sport, mais qui termine la saison en tout et pour tout avec 20 points moins le point qui lui a été retiré suite à la réserve portée par APGS de Fou. Donc c'est à se demander comment ces équipes se sont préparées, parce que ça relève quand même de l'inédit pour une équipe qui termine leader avec 14 points et qui est incapable de réaliser ne serait-ce que la moitié des points obtenus. Une seule victoire sur... et pareil pour une seule victoire sur 8. Mais pour l'Union, j'ai entendu son président parler d'un complot, non, contre... Je crois que avant de parler de complot, je pense qu'il faut d'abord assurer sur le terrain. Il faut assurer sur le terrain, parce que c'est incompréhensible. Vous n'expliquerez, personne ne comprendrait les explications pour justifier le fait d'avoir fini toute la phase retour du championnat avec 6 points. Non, mais quand il parle de complot, il ne s'agit pas seulement de l'affaire d'Apéjas. C'est que les arbitres étaient contre l'Union sur le terrain. Les arbitres étaient chargés de mission. J'ai entendu ce genre de choses. On ne peut pas éternellement, c'est-à-dire remettre les comptes performances d'une équipe sur le dos des arbitres ou bien des officiels. Donc je pense que quand l'équipe donne véritablement, l'arbitre ne sait pas comment favoriser l'adversaire, s'il faut dire ça comme ça. Donc, Union et New Star ont été très mauvais durant ce championnat et beaucoup plus à la phase retour, c'est le lieu de le reconnaître. Donc, je pense qu'il faut à partir de là chercher des solutions encore, c'est-à-dire trouver des solutions plus efficaces, plutôt que de vouloir s'apitoyer sur le sort des arbitres et tout. Je voulais apporter une statistique dans le sens de William. C'est juste pour dire que dans ces playoffs, à la poule down, on a 2 équipes de la région de l'Ouest. Fauvu, Unisport, 3 équipes de la région du littoral, Union, New Star et Astre. Une région Pedrago, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et je crains un peu pour la région du littoral, parce que là, on aura automatiquement 3 équipes qui descendront en deuxième division. Ça devient ultra compliqué pour ces équipes qui sont actuellement dans une pression énorme. Donc le temps de réfléchir sur les affaires de justice ou les affaires de complot
est tellement imparti qu'il faut se concentrer sur le jeu et sur les moyens alloués pour motiver ces enfants à aller chercher ou à aller atteindre l'objectif escompté. On revient à la question de tout à l'heure, Emmanuel, justement, sur ce que la Ligue de football professionnel du Cameroun a prévu pour ces différents clubs. Avant de revenir à la Ligue 2, tout à l'heure, on va poursuivre avec la Ligue 2 tout à l'heure, les deux poules de la Ligue 2, ce que la LFPC a prévu justement pour le déplacement de ces clubs-là. Le coach, Toa le rappelait tout à l'heure, à la faveur de la Coupe du Cameroun, justement, il y a des équipes qui ne pourraient pas rester à Yaoundé pendant toutes les 3 semaines, qui seraient obligées de repartir et même de revenir après, alors que la Ligue a décidé que toute cette phase se joue justement dans la capitale camerounaise. Est-ce qu'elle a prévu justement un accompagnement, on va dire ça comme ça, pour aider ces équipes-là en termes d'hébergement, de déplacement et bien d'autres? Avant que de savoir ce que la LFPC entendait par la Ligue de foot professionnel du Cameroun a prévu, il faudrait déjà définir son rôle. Quel est le rôle de la Ligue? Le rôle de la Ligue est celui-ci, aussi simpliste que ça, aussi simple que embrasser sa compagne, c'est d'organiser les championnats professionnels du Cameroun. En l'état, dans notre pays, il se trouve que ce soit les championnats de première et de deuxième division, évidemment sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. C'est très important de le noter. Et maintenant, la Ligue doit organiser les championnats professionnels où? Dans quelles arènes? Dans les stades, en principe, qui devraient appartenir au club, voyez-vous, ou du moins à des collectivités ou des mairies, justement, qui auraient des stades, mais que certains clubs emploieraient. Justement, ou bien certains clubs en feraient des stades qui leur appartiennent. Il y a pas mal d'exemples, comme à Marseille, etc., avec Gaudin le maire, PSG avec la mairie de Paris, le Parc de Princes ne leur appartient pas. Occasion pour moi, en faisant un intermède, de saluer quand même quelqu'un qui a pensé à ça avant. Le capitaine Fetcheux, pour ne pas le nommer, parce que moi j'ai été à Djiko, à Pandjoum, à 9 km du centre-ville, où il a construit un stade engazonné d'abord et puis éclairé. On pourrait y jouer en nocturne. C'est des initiatives comme ça, accompagnatrices du développement et du professionnalisme réel de la Ligue professionnelle de football. Il faudrait déjà que nous le sachions. Dès lors qu'on le sait, maintenant vous me questionnez de savoir qu'est-ce que la Ligue apporte. Mais la Ligue fait même quelque chose d'exception. C'est-à-dire quoi? Empêcher justement le déplacement, empêcher les équipes de se mouvoir en pleine compétition. Puisque là maintenant, il s'agit d'une compétition qui va s'étendre pratiquement sur 4 ou 5 semaines. Justement. Je me serais substitué à votre sagesse de journaliste en vous questionnant, mais honnêtement, je ne saurais le faire. Vous le faites si bien. Je parle de la modération. Parce que si le championnat était en train de se jouer, en même temps, on se plaint que le championnat, c'est 18 journées seulement. Ben voilà, les playoffs. Si le championnat, comme l'année prochaine, je préfère embrayer dessus. Le comité exécutif, justement, pense que dès l'année prochaine, le championnat va se jouer à 20 en première division et à 16 en deuxième division. Ben, si ça se joue à 20, on aura 38 journées. Mais comment ferait-on pour jouer les 38 journées? Qu'est-ce que les clubs feront? Les clubs vont se mouvoir eux-mêmes de la première à la dernière journée. Quand les clubs reçoivent, ils reçoivent chez eux, ils ne se meuvent pas, ils ne se déplacent pas. Mais quand ils jouent ailleurs, ils se déplacent. Ça c'est une tâche qui incombe au club. Ce n'est pas une tâche qui incombe à la Ligue. Parce que, indépendamment du fait que l'appellation play-off soit là, tout simplement parce que cette situation a duré après 5 mois d'hibernation, après 5 mois et demi, voire 6 mois d'hibernation justement. La Ligue, compte tenu justement de l'arrimage, a pensé qu'il fallait réduire en faisant un championnat en poule. Mais par la suite, pour l'arrimage aux normes internationales, tant en termes du jeu qu'en termes justement du spectacle, la Ligue a pensé qu'il fallait ajouter les playoffs sur 10 matchs. Mais le temps prévu justement étant court, on ramène à 5 matchs. Donc du coup, les playoffs certes sont une appellation qui sied, qui rime, mais ça ne dispense pas les clubs de leurs dépenses. C'est pour cela que je disais tantôt que la Ligue professionnelle de football s'est comportée comme une banque, justement, en allant chercher l'argent que les pouvoirs publics ont promis aux clubs et l'a distribué au club. C'est un argent assez conséquent pour permettre les salaires. Et certains clubs, certainement, vont s'en servir pour les déplacements, pour le fonctionnement du club. Si tel même était le cas, que vous restiez un mois dans une ville comme Yaoundé ou un mois dans une ville comme Limbé, il n'y aurait vraiment pas de problème. Mais maintenant, il faudrait rectifier. La Coupe du Cameroun, ce n'est pas une compétition organisée par la Ligue professionnelle de football. C'est une compétition qui incombe à la fédération. Mais heureusement ou malheureusement, c'est selon la fédération, compte tenu aussi, je le comprendrais volontiers, de l'arrimage aux normes internationales, veut faire jouer les matchs de coupe très rapidement, ce qui est acceptable. Mais après, je pense que si les playoffs s'étaient joués avant cette année, sans anécroche, sans se marcher dessus, entre guillemets, avec la Coupe du Cameroun, ben les clubs resteraient 3 semaines, 1 mois à Yaoundé, qui n'auraient pas à se déplacer. Parce que ne perdons pas de vue qu'en dehors du volet de l'hébergement et de la nutrition, évidemment très 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 important pour les joueurs, hébergement et nutrition compris, il y a aussi le déplacement qui prend beaucoup d'argent.
d'argent. Mais cette fois-ci, la Ligue, donc plutôt, on devrait l'applaudir et lui ériger une stèle même si elle est enfumée, pour dire que, ok, la Ligue permet aux clubs d'avoir des sites, des villes Limbe et Yaoundé, et la Ligue ne leur permet pas de se déplacer. Mais malheureusement pour ces clubs-là, il y a la compétition Coupe du Cameroun. Pour ceux-là qui vont jouer la Coupe du Cameroun, ben, les déplacements, ils seront obligés de les faire à leur dépens, tout simplement. Non, mais je pense que j'ai pas l'impression que Emmanuel ait vraiment répondu à la question. Je pense qu'il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que avec les playoffs, une équipe sera obligée de s'installer à Yaoundé pendant quasiment un mois. Pendant C'est une quasiment panne, un mois. Pendant quasiment un mois. Or, vous ne pouvez pas Loin comparer, de sa vous ne pourrez pas famille, comparer cette loin de situation ses bases. à celle qui consiste pour les clubs à se déplacer pour aller pour 2 jours ou bien pour une journée et demie dans une autre ville pour jouer un match de foot. Surtout que les prix des chambres d'hôtel à Yaoundé ne sauraient être les mêmes que dans une ville comme Bafang où les équipes vont jouer, ou bien comme Mélan, par exemple, ou bien Bafoussam. Donc, je crois qu'il fallait tenir compte de tous ces paramètres-là. On a un entraîneur sur le plateau. Gardez des jeunes personnes, adultes désormais, pendant un mois. Alors qu'on leur paye les loyers. C'est une paire de manches. Voilà, bien sûr. Ce n'est pas simple. Il ne faut pas croire. Alors qu'on leur paye des loyers dans les villes. Moi, ce n'est pas moi qui pose des questions, mais à titre d'information, le champion gagne combien? Le chèque? Quand on est champion. Personne n'est au courant de rien. Pour l'instant, Non, je pensais que c'était il y a l'instant, non, c'est pas connu. On va aller au playoff sans le savoir. C'est pas connu. Il a dit tout à l'heure, il a dit tout à l'heure, Charles, ce sera connu, justement à la fin de la phase des playoffs. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce sera connu à la fin de la phase des playoffs. Il était important de prendre des dispositions à tous ces niveaux-là pour qu'on n'avance pas. Si je sais que j'ai 200 millions comme chèque, que chacun sache. Je peux investir 60 millions pour rester à Yaoundé. Mais après, c'est ça, pas 200 millions quand même. Non, je prends un exemple. Prends un exemple, justement. En réalité, si c'est pour. Je suis très flatté quand même que vous fassiez je porte-parole des clubs. Je propose, Parce messieurs. que les clubs ne semblent pas se prendre quand même. Non, c'est qu'on comprendre le problème. Messieurs, je propose de survoler un tout petit peu, de survoler un petit peu la Ligue 2. Canon, Panthé, Bamboutos, Léopard, FAP et Renaissance. Qui laissera sa peau? Emmanuel, je pose la question. Canon Panthère. Canon, Panthère, Bamboutos, Léopard, FAP et Renaissance. Ah oui, c'est compliqué, honnêtement, compte tenu de ce qui s'est passé à l'aller. Mais honnêtement, je préfère parler des clubs quand même qui sont bien comportés. Voyez-vous, je suis dans le costard de consultant média de la Ligue. Évidemment que j'aime ce qui est bien fait. Et ce qui est bien fait en l'état, on parle de Léopard, on parle de FAP, vraiment, qui sont comportés d'une manière extraordinaire. Une seule défaite pour ces deux clubs-là, tant à la poule A qu'à la poule B. Honnêtement, mais indépendamment de ça, moi, quand vous répondez maintenant, vous faites les porte-parole des clubs, ce qui est bien aussi, parce que chaque club professionnel sera des professionnels. Non, c'est pas la polémique, vous voyez. Oui. Mais le Léopard se comporte sur le terrain super bien, mais avant que de se comporter super bien sur le terrain, il y a l'administration, il y a la diaspora. Ils se mettent ensemble. C'est une fusion pour que les résultats suivent. Donc, c'est très important de le noter. Donc, Léopard, honnêtement, si ça ne dépendait que de moi, je n'ai pas envie de me prononcer comme ça. C'est les clubs qu'on a envie de voir en élite, en première division, pour voir le comportement. Et justement, amener certains clubs, qu'ils soient des clubs de canton ou non, des clubs mythiques ou non, justement, à s'arrimer à cette zone-là, qui voudrait que, quand c'est bien pensé en amont, sur le plan administratif, et que ce soit implanté sur le terrain, que ce soit Léopard, que ce soit FAP. Après, évidemment, certains clubs mythiques comme Panthère, quand même, n'ont pas bien commencé le championnat, mais à un moment donné, se sont mis dessus. Ben, ce serait sympa, mais ça risque de ne pas être évident. Et voilà. Il y a un petit poussé qui l'oublie, c'est FAP. Qui a fait FAP. Oui, je vais dire, pour moi, c'est un réel gros favori dans ces playoffs. Top en Ligue 2, au vu de sa saison, parce que c'est une équipe qui reste en pression, sans mouvement de supporters, exigence à tous les niveaux, contrairement à Panthère, Canon, où après une défaite lors d'un match, ça peut aller dans tous les sens et on perd sa lucidité. Donc je crois que cette équipe, il faudrait bien la regarder.
elle pourra surprendre durant ces playoffs et c'est facilement vers la Ligue. Oui, mais sauf que Et pour le play-down. le Léopard serait super sympa parce que le Léopard se comporte comme un club professionnel avec un siège à Paris, avec les têtes couronnées qui s'y mêlent, avec surtout aussi les supporters et la vente des gadgets. C'est très important. La vente des gadgets, ça arrive à un club professionnel. Mais qu'on soit fan, qui n'est pas assez de club de supporters pour un club professionnel. C'est vrai qu'il joue bien, une seule défaite seulement, c'est vrai, mais j'aurais souhaité que de manière singulière, justement, que tous les Emmanuel, vous avez connu Bamboutos, quand ils sont montés en politique. Charles, pour le play-down, justement, on a Bamboulette, Dynamo, Lyon blessé, Yafoot, Aigle, AS et Touameki. Et je propose qu'on s'arrête un peu sur le club Yafoot. Voilà une équipe qu'on a vue arriver tout feu, tout flamme, qui allait en première division et qui après a chuté pour la Ligue 2 et qui se bat aujourd'hui pour le maintien. Et quand on se souvient justement du décès de son promoteur, le maire Luc Assamba, on se pose un peu la question si sa mort, justement, n'a pas contribué à la situation qu'on voit aujourd'hui à Yafoot. Le problème, justement, de ces clubs-là qui reposent sur un seul homme au Cameroun. Bien sûr que si. Ce club a été abattu en plein vol. C'est-à-dire que quand le président décède comme ça, vraiment en plein championnat, vous comprenez bien que ce n'est pas évident. Et effectivement, vous posez un réel problème d'organisation de nos équipes qui dépendent beaucoup d'un individu. Et ce n'est pas seulement nos clubs de foot, même beaucoup de nos entreprises. Regardez autour de vous, quand le patron décède, l'entreprise périclite. Regardez autour de vous, il y en a plein. C'est difficile de succéder au patron au Cameroun. Parce que, comme l'information, c'est le pouvoir, les patrons ont du mal à diffuser l'information à tous les stades de la structure pour que cette information serve à chacun. Parce qu'il a l'impression de perdre du pouvoir en diffusant l'information. Du coup, il conserve toute l'information. Et s'il n'est pas là, personne ne l'a, on ne peut pas continuer son œuvre parce qu'il y a des données qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment il faisait. Les rentrées d'argent provenaient d'où? Il n'y a pas de comptabilité tenue en règle. Il n'y a rien du tout. Vous ne pouvez pas continuer une activité. C'est difficile. Et là, ça implique en plus une mairie. Ça implique en plus une mairie. Est-ce que son successeur va s'intéresser au football? Il n'est pas obligé de le faire. Ce n'est pas forcément dans ses attributions de gérer le club. L'autre aimait le foot. Lui, il est arrivé, il n'aime peut-être pas le foot. Vous avez bien vu, New Star, c'est bien une équipe de chantier naval. On change de management. Le nouveau management arrive, il dit, moi, je ne veux pas de foot. Mettez cette équipe en vente. C'était UIC Chantier Naval qui est devenu New Star. Le nouveau management a dit, moi, j'ai tellement de choses à faire. Vraiment, le foot, c'est pas capital pour moi. Donc, moi, je pense que ça pose réellement le problème de l'organisation des clubs. Et c'est la LFPC qui a interpellé, je regrette de le dire, mon cher Emmanuel, parce que c'était à la LFPC, depuis qu'on a commencé le professionnel, c'est quoi, 2011 2011. Ça commence à faire 8 ans. C'était à la LFPC d'élaborer les modèles. Les cahiers de charges pour ces clubs-là. Même les modèles. Je dis, si vous arrêtez au cahier de charges, les gens sont paresseux, ils ne vont pas les exécuter. Il faut élaborer carrément des modèles pour dire aux clubs, voici les types de gestion de vos équipes. Si vous êtes en SARL, voici comment vous pouvez gérer. Si vous avez décidé société d'économie mixte, voici comment il faut gérer. Voici les postes clés et le contenu de chacun de ces postes. Regardez nos clubs. Parfois, quand on va enlever un entraîneur, quand on fait le nom de directeur technique, poste creux parce qu'il n'y a qu'une seule équipe. Ou conseiller, ou directeur sportif. Il y a une seule équipe, il n'y a pas de centre de formation. Vous me nommez directeur technique de quoi? Et il y a un entraîneur principal. Je ne suis pas son chef. Il ne va jamais l'admettre. Vous voyez, il y a ce genre de choses dans nos équipes. Très honnêtement, il faut que la Ligue pense à élaborer les modèles. La Ligue a les moyens de consulter des comptables, des experts en finance. Mais après, ça n'exorbe pas la responsabilité des non, c'est évident. Mais seulement dans la structuration de leur oui, club. mais regardez qui est dirigeant de club. Et en parlant de la responsabilité de ces clubs-là, 2 clubs de légende, justement, se retrouvent tout de même dans la zone rouge, coach Toa, Dynamo et Aigle. La résultante, justement, de ces batailles administratives et ces guerres de leadership au sein de ces équipes. Ça rejoint effectivement ce que Charles décrivait, dit. Si oui. tout était organisé, que chacun sait effectivement le rôle qu'il a joué dans le club. Je crois que tout c'est organisé peut-être par la Ligue, mais Yves parlait justement de ce que ça n'exonère pas la responsabilité du club en lui-même qui doit s'organiser c'est clair. peut-être. Justement, même si on parle de la Ligue, mais c'est les clubs
qu'ils doivent eux-mêmes s'organiser et savoir comment est-ce que leur équipe est structurée. Tout à fait. Si tout se repose sur la tête d'un individu et qu'il y a même la guerre de leadership qui s'installe. Par exemple, dans l'Aigle de Tchang, où on a vu une très belle équipe avec des très bons joueurs, et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Cette équipe souffre. Parce qu'il n'y a pas cette organisation vraiment que nous parlons. Alors que même l'équipe de Dynamo, vous voyez la guerre qu'il y a dans Dynamo, de tous les sens, ça ne peut pas marcher. Vous allez voir un certain niveau sur le terrain, il y a des clans qui s'installent, il y a tel clan qui joue contre l'autre clan, ceux-ci viennent avec leurs joueurs, c'est pas seulement Dynamo ou bien l'Aigle, même le Tonnerre, où il y a eu plusieurs Il y a factions même des clubs qui vont dans ces playoffs, absolument. qui ont déjà quelques problèmes, parce qu'en interne, il y a des gens qui ne sont pas contents, qu'ils aient été écartés, et qui reviennent donc, qui commencent à pourrir l'atmosphère, pendant que cette trêve dure, et il y a des problèmes qui s'installent. C'est pour ça qu'il faut, et Yves a eu les raisons de le dire, pour garder la concentration, pour garder la pression qui nous a animés pendant le championnat, pour qu'on aille de victoire en victoire, mais les entraîneurs ont un boulot fou. Tout l'encadrement, c'est terrible. Merci Charles. On n'aura pas assez de temps, Emmanuel. Je crois qu'on va sortir sur cette question, William. Oui, en fait. On va sortir sur cette question. En un mot, vraiment, très rapidement. Oui, en un mot, en fait. Je dirais que pour ce qui est des playoffs de Ligue 2, je pense que ça va être très disputé à ce niveau parce que les équipes qui se retrouvent sont des équipes qui ont montré beaucoup de volonté, beaucoup d'ambition pendant la saison régulière et qui n'ont pas souvent lésiné sur les moyens pour permettre à leurs joueurs d'obtenir les succès escomptés. Je pense notamment à Léopard. Tout à l'heure, Emmanuel déclinait tous les paramètres que cette équipe déploie pour avancer. Il y a également Fab, Yves en a fait mention tout à l'heure, cette équipe qui a impressionné, ce petit poussé au départ, qui a quand même impressionné pendant toute la phase. Il y a également Bamboutos, avec la mobilisation populaire qu'on sait autour de cette équipe et cette volonté affichée par les dirigeants de retrouver l'élite, de permettre à leur équipe de retrouver l'élite après ce qu'on sait, ce qu'ils ont eu l'année dernière avec cette rétrogradation par la Fédération internationale football association. Donc je pense que ces dirigeants veulent à tout prix remettre l'équipe où elle était l'année dernière et qui est descendue du fait d'une sorte de mismanagement. Merci, messieurs. Je vous propose de prendre une autre transition et on va parler du deuxième et dernier sujet du débat de ce jour. Il s'agit bien sûr de la préparation des Lions indomptables pour la Coupe du Monde qui se joue en France. Charles, je commence par vous. Nous sommes à un mois du mondial en France. Peut-on dire que le Cameroun se prépare bien pour cette échéance? Ben, écoutez, pour être honnête, je n'ai pas beaucoup d'informations sur la préparation des Lions, au-delà de ce que je lis. Je sais que beaucoup de joueurs sont arrivés il y a quelques jours. Oui. Je les ai vus dans le bus des Lions, qui sortaient au centre technique. J'ai appris comme tout le monde que Nganamou était dans un centre spécial, en train de faire un entraînement spécial. J'ai appris comme tout le monde que Chouta Diarra, comment ils appellent, Abou Diongene, etc., ne sont pas encore libérés par leur club parce qu'elles risquent de retrouver l'équipe en Espagne pendant le stage. J'ai appris comme tout le monde qu'on a un match en Espagne, on va faire de l'acclimatation et que l'entraîneur, le sélectionneur Alain Djempa est en train de mettre l'accent sur le physique pendant qu'elles sont à Yaoundé. C'est des informations qu'on a comme ça et passe. Mais nous, au Cameroun, on sait ce que c'est que la préparation d'une Coupe du Monde. Le moment crucial arrive bientôt. Et vous le connaissez, les primes. Ce genre de problème, il faut les régler très vite. Est-ce que la question des primes est réglée? Vous allez voir qu'elle va pourrir l'atmosphère. On a fait venir des joueuses qui ne nous connaissent pas beaucoup. On y reviendra. Non, non, c'est la préparation. Oui. Je parle de préparation. Tout à fait, oui. Quand elles arrivent, il faut qu'on les intègre. Or, vous savez toutes les intrigues qu'il y a dans cette sélection féminine. Je ne vous apprends rien du tout. Il y a des joueuses qui sont même quasiment bannies. Je regarde, on m'a dit que Zouga, que la joueuse Zouga est quasiment en disgrâce, qu'il y a des personnes, quand vous n'êtes pas en bon terme avec ces personnes-là, vous ne pouvez pas être sélectionné. J'ai entendu des tas de choses comme ça, qu'il y a des joueuses qui n'auraient pas dû être appelées, d'autres qui sont appelées, etc. Ça veut dire que
en dessous, il y a un climat qui semble bon, mais qui peut dégénérer très vite à tout moment s'il y a une mauvaise étincelle qu'on allume. C'est pour ça que je dis, je ne peux pas savoir si la préparation se déroule bien. Mais comme personne ne se plaint encore, pour ceux qui sont à côté de l'équipe, notamment le sélectionneur lui-même, j'ai vu qu'ils ont fait des matchs contre des équipes de garçons. À Yaoundé, des centres de formation, ils ont pris des garçons, ils ont joué, ils ont même battu des garçons de je ne sais quelle sélection. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est important. Ce que je sais au Cameroun, c'est que parfois, on a fait des préparations comme ça, et on allait faire des miracles. Parfois aussi, on a fait de très bonnes préparations. On a joué contre l'Allemagne avant la Coupe du Monde 2014, flop à la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qui est la bonne préparation au Cameroun? Moi, je vous dis, c'est les questions administratives. Vous avez vu que 2014, c'est le problème de primes qui ont pourri les Lions indomptables avec une préparation vraiment qui n'était pas mauvaise pour une fois. Mais on a fait une très mauvaise Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'il en sera des filles? Les gens qui veulent voyager, là, qui veulent absolument prendre des places, les journalistes eux-mêmes qui combattent pour avoir des places dans l'Africa Foot, etc. Toutes ces intrigues, c'est ça qu'il faut gérer. C'est ça que moi j'appelle la préparation véritable. William, à la dernière Coupe du Monde au Canada, nous sommes sortis à l'étape des huitièmes de finale. Et puis en 2016 à Yaoundé, on n'a pas pu remporter la CAN. Au Ghana, on n'a pas pu franchir le cap des demi-finales également. 2 coachs changés en 1 an, les joueuses vieillissantes pour quelques-unes d'entre elles. Est-ce que le Cameroun peut rééditer l'exploit du Canada ou faire mieux? Pourquoi pas? Michael, j'ai eu la chance ces derniers jours de séjourner dans la tanière des filles à Bancomo. Et d'après ce que j'ai vu une ambiance plutôt sereine, une ambiance intéressante avec ces filles qui affichent une détermination, cette volonté-là de faire nettement mieux, de même que leur encadrement technique, de faire nettement mieux qu'en 2015. Donc on a vu aussi avec les binationales qui sont arrivées comment on a mis quand même toute une stratégie en place pour leur faciliter l'intégration, pour les aider à se mettre facilement au service de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, à côté, c'est vrai que Charles évoquait un certain nombre d'insuffisances tout à l'heure, mais je dirais que par rapport à 2015, il faut dire que pour cette Coupe du Monde, la préparation, je pense qu'on a mis un peu plus de moyens. Vous voyez, avant d'aller au Canada en 2015, Enongachu n'avait eu droit à aucun match amical contre une sélection nationale. Donc, il s'était contenté des matchs amicaux avec des équipes de garçons, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, avec des équipes universitaires au Canada, avec des équipes de garçons à Yaoundé un peu partout. Mais cette année, quand même, on a assisté à un tournoi en Chine. Un tournoi en Chine où on a quand même réalisé de bons résultats en gagnant par exemple la Suisse, en gagnant la Croatie. On aura un match amical contre l'Espagne et d'après le coach, il y aura d'autres matchs ensuite contre d'autres nations. Donc je pense que cette fois-ci, on a quand même mis, par rapport aux fois antérieures, on a quand même essayé d'améliorer les choses, d'améliorer les conditions de préparation et tous les joueurs et les encadreurs sont unanimes pour reconnaître cela, pour reconnaître ça. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour aller au-delà de l'étape à laquelle on s'était arrêté en 2015, à savoir les huitièmes de finale au Canada? Donc c'est vrai qu'on ne peut préjuger de rien, d'autant plus que nous sommes dans notre groupe, nous représentons quand même, on peut le dire, le petit poussé. Nous sommes, si on regarde, ne serait-ce qu'au niveau du classement FIFA, on va se dire que le Cameroun, c'est, comment je vais dire, c'est l'équipe la moins bien classée, 46e au dernier classement, alors qu'on a la Nouvelle-Zélande qui est 19e, on a les Pays-Bas qui sont 8e, et on a le Canada qui est 5e. Donc ça veut dire que il faut seulement continuer de travailler parce qu'aller peut-être créer la surprise. Coach, Alain Djemfa est là depuis 4 mois. Pour ce type de compétition, pensez-vous qu'il a justement l'étoffe pour accompagner ses filles en France? Lui qui n'a rien gagné avec les U20. Non, je ne pense pas que ce soit ce langage qu'il faut tenir, n'est-ce pas, la personne d'Alain Djemfa.
Sur le plan technique, moi, je n'ai aucune inquiétude parce que c'est quelqu'un de qualifié, c'est quelqu'un qui sait là où il va en venir. Déjà, ce n'est pas 4 mois qu'il est avec cette sélection, il est dans cette sélection depuis une décennie. Il a travaillé En tant qu'entraîneur principal. Oui, en tant qu'entraîneur principal, mais ça fait il n'y a 4 pas mois, un très grand rôle, il n'y a pas une très grande différence. Que vous soyez un préparateur physique étant dans un groupe, vous connaissez déjà très bien ces joueuses. Étant entraîneur adjoint, vous les connaissez bien. Vous savez tout le temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il va falloir qu'on comprenne que l'entraîneur adjoint dans un groupe est très, très, très important. Et il connaît mieux parfois les joueurs que le principal. Parce qu'il y a certains problèmes que le principal ne peut pas régler et qui l'entraîneur adjoint au courant. Non, avec Alain Djemfa, moi je crois qu'on a quelqu'un de qualifié à la tête de ce groupe. Il est juste question de faire une bonne préparation, comme ce qui est déroulé tout à l'heure par Willy, n'est-ce pas, avec les matchs amicaux qu'ils feront. Mais moi j'aurais souhaité, n'est-ce pas, voir encore des joueuses plus jeunes dans ce groupe. C'est-à-dire que j'ai eu la chance à travers avec les U17 qui étaient qualifiés pour la Jordanie. Biroué, tout à fait. Avec Biroué, j'ai participé Vous avez donné un sérieux coup de main d'ailleurs. à tous ces matchs-là de qualification contre l'Éthiopie, contre l'Égypte. Il y en a une, Takunda. Oui, il y a une Takunda, mais il y a plusieurs jeunes là. Il y a plusieurs jeunes. Il y a des filles comme Tadja Dolores, il y a des filles comme Dabda, il y a des filles comme Djoubi. C'est des jeunes qui ont aujourd'hui sûrement 18 ou 19 ans, qu'on pouvait donner cette possibilité de vivre, même pas peut-être étant sur le terrain, mais de faire cette bonne préparation pour qu'après cette Coupe du Monde, on ait déjà un noyau encore plus solide parce que cette équipe de U17, moi j'ai eu la ferme conviction que ce groupe sera le groupe qui, n'est-ce pas, donnera encore beaucoup de plaisir aux Camerounais. C'est des filles très talentueuses que j'ai eu à regarder de près. Vous savez, quand vous êtes à côté et que vous travaillez au quotidien avec des joueuses ou des joueurs, vous avez le plus de moyens de pouvoir décerner leur qualité. C'est pour cette raison que moi je dis, sur le plan technique, moi je n'ai aucune inquiétude. Le Cameroun pourra faire une bonne Coupe du Monde, mais le problème c'est maintenant, après cette Coupe du Monde, il va falloir tout à fait refaire cette équipe, et qui est tout à fait vieillissante. C'est pour cette raison que moi j'aurais souhaité voir plus de jeunes, n'est-ce pas, dans cette délégation. Emmanuel Maroc, justement, au lieu d'avoir ces jeunes-là, on est allé chercher à l'extérieur. William le disait tout à l'heure, justement, on est allé chercher à l'extérieur. Est-ce que c'est la preuve qu'on n'en a plus ici? On se posait la question, mais voilà, Emmanuel Towa, Richard Towa, pardon, qui nous apporte la réponse de ce qu'on a justement des jeunes joueurs qu'on aurait pu mettre dans cette équipe. Qu'est-ce qui bloque justement? Pourquoi n'avoir pas sélectionné ces jeunes-là qu'on pouvait commencer à rôder en ce moment pour faire l'équipe ailleurs après, mais aller chercher à l'extérieur des joueuses qui ne sont pas très jeunes, hein, comme le disait tout à l'heure le coach Towa. Excellentissime question. Hein. Vous êtes levé le matin avec le Saint-Esprit en vous. C'est pour cela que vous posez votre question. J'ai envie de vous répondre en disant ceci. En réalité, elle est bien venue, cette question, mais sauf que le problème qui se pose au Cameroun, c'est qu'on a toujours envie de faire du résultat. Voyez-vous, on a pensé qu'on ferait un excellent résultat à la dernière AFCON au Ghana. Voilà, et de suite, on était qualifié pour la Coupe du Monde. Et on pense justement, ça c'est la façon de réfléchir, qu'il faudrait faire du résultat. Et on se dit qu'on peut faire du résultat avec ceux-là qui ont de l'expérience, en réalité. Évidemment, le footballeur, lui, vient de l'Allemagne. Il sait que les Allemands ont ceci de particulier, que ce soit avec les dames ou avec les hommes, ils font avec les vieux, ou du moins ceux d'un certain âge. Donc c'est pour cela que tout de suite, les compétitions s'enchaînant, on veut faire du résultat et espérer qu'après le résultat, justement, qu'on commencerait une nouvelle cuvée. Que nenni! On se devrait justement d'injecter certains jeunes comme ça, c'est très important. Mais vous avez posé une question maintenant sur la préparation. Permettez-moi de faire une entorse à votre synopsis, c'est vrai, vous ne m'avez pas questionné dessus, pour apporter un élément de réponse. Très rapidement, s'il vous plaît. Corinne Diacre, la sélectionneur de l'équipe de France, a commis les 23 joueuses déjà qui y seront. Il y a 7 joueuses de Lyon qui n'y seront pas, qui ne peuvent pas commencer le stage, parce qu'elles vont jouer la Coupe de France qui s'est jouée déjà et la finale de la Ligue des Champions. Donc elle est avec une poignée de joueuses, mais déjà elle a commis, elle les a convoquées à commencer le stage. Mais moi, l'avantage que nous avons, c'est que, Willy me le disait en off, lui qui a séjourné du côté de Bancomo, il y a plus d'une vingtaine de joueuses déjà. Ça veut dire que le noyau est là. Évidemment, sous réserve que Gaël ne vienne, etc. Et puis les deux autres, Aboudi et Ongede, qui sont retenus par leur club. Je pense que c'est le plus important. Après, évidemment, l'équipe de France aussi, parce qu'on les cite souvent en exemple, ils ont 2 matchs seulement, 2 matchs amicaux avant le début de la Coupe du Monde. Et que le sélectionneur Alain Djumfa en soi a pensé que nous fassions un déjà en Espagne et que nous en fassions davantage. Je pense que c'est aussi pour permettre à celles-là, à ces nouvelles internationales, binationales, comme on les a appelées
essayer de se fondre dans le groupe en espérant que la mayonnaise, je vais y arriver, se fera. Mais je pense qu'elle ne se fera pas. Mais si on les a appelés, c'est pour avoir vraiment, c'est la raison idoine, c'est la raison qui sied, c'est pour qu'on ait un groupe de joueuses qui ont de l'expérience en club, voilà, une expérience, peut-être pas internationale, mais une expérience en club pour permettre d'engranger les résultats. Parce que la fédération voudrait qu'on fasse mieux qu'en 2015. Et en 2015, on a fait 8e de finale. Je pense que plus tard, on reviendra au jeu. Peut-être Richard, toi, le football l'erreur, réintégrera cette équipe, pourquoi pas, pour que ces jeunes pousses-là redeviennent des internationales. Voilà. Yves Tchamadeu, on l'a dit tout à l'heure, William l'a suffisamment tout à l'heure, au Cameroun est dans le même pool que le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Pays-Bas qui est quand même champion d'Europe en titre. Ouais. Est-ce qu'on a une chance justement de s'en sortir? Oui, on a une chance parce que le football, c'est une science inexacte. Je pense que pas plus loin qu'hier, on a vu, on a vu des exploits qui nous donnent quand même un lieu d'espoir. Maintenant, il y a cette chance qui est un facteur générique du football. Maintenant, il y a la concrétisation de la chance qui implique la science et la préparation du résultat. C'est deux choses assez distinctes. Et quand on essaie un peu de voir ce groupe, moi je suis optimiste d'abord en tant que Camerounais, mais après, quand je vois les difficultés traversées par ces filles, les péripéties, et ce qu'elles ont produit par le passé comme résultat, ça me laisse encore plus optimiste. Tout à l'heure, William parlait de la préparation de la Coupe du Monde 2015, avec une préparation pratiquement sans match. Moi, j'ai eu la chance de voir ces filles après cette Coupe du Monde, où elles préparaient, je pense, les Jeux africains de Brazzaville, s'entraînaient avec 2-3 palettes d'eau. Ces mêmes joueuses. Donc, ça me laisse assez confortable dans la position de l'état d'esprit. Et c'est ça la marque de fabrique de la nouvelle donne du football, l'état d'esprit. Quand vous avez la chance d'avoir une équipe mature comme celle du Cameroun aujourd'hui, il faut cultiver cet état d'esprit. Aujourd'hui, Alain Djumfa est dans cette équipe depuis pratiquement 6-7 ans. Il était en 2012 à Londres, lors des Jeux Olympiques. Il a fait 2015, il a fait la CAN en Namibie en 2014, il a fait la CAN au Cameroun en 2016, il a fait la CAN au Ghana récemment, si on a fini 3e. Donc, il a un réel vécu de cette sélection. Il sait ce qu'il faut, à quel moment. Mais sauf qu'en tant qu'entraîneur principal, il y a ce côté décision. Et c'est là où on juge un vrai manager. Oui, mais je voulais vraiment très rapidement, en 30 secondes. Et il y a aussi le volet dont parlait Charles maintenant. On ne peut pas le balayer du revers de la main. En 2015, c'est Nana, excusez-moi d'être trivial sur ce plateau, elle n'avait pas encore le goût du miel, le goût de l'argent. Mais maintenant, il y a les stars, ça fait la Starmania, et on sait que le football féminin brasse de l'argent et que la FIFA en a mis à leur disposition. Et ce que Charles disait, elles peuvent se dire en 2015, on n'en avait pas besoin, maintenant on en a besoin peut-être pour commencer le tournoi. Et c'est très important. Emmanuel, ça c'est une responsabilité purement administrative. Dans mon analyse, je ne mets pas en exergue ce côté-là. Parce que s'il faut le mettre, on sait à quoi s'attendre. Voilà. Pratiquement, mis à part une surprise. Et je crois que l'État doit être conséquent sur la situation au vu de ce que cette équipe a apporté en termes de plaisir aux Camerounais. On a vu la CAN 2016, on a vu comment les Camerounais adulaient ces filles, on a vu, je vais dire, l'émotion qui s'est créée entre les Camerounais. La fusion totale d'ailleurs. Voilà, la fibre qu'il y avait entre l'équipe et le Cameroun. Donc, je crois que l'État doit être conséquent de ça, on n'a pas besoin d'en parler. C'est de sa responsabilité de mettre ces filles dans les conditions et de leur donner ce dont elles ont droit. Maintenant, s'il faut revenir sur la préparation de la compétition, il y a une chose qui est certaine. Le coach parlait du rajeunissement. C'est pour ça que je parlais de décision en tant que manager. C'est là où, quand on est un coach principal, on réalise qu'on a cette position de coach principal. Quand vous êtes adjoint, vous n'êtes pas au devant, vous n'êtes pas en front office pour décider, vous êtes en back office pour donner des choses. Vous n'assumez pas. Mais en tant que coach principal, et c'est là où ça commence, c'est là où la responsabilité des résultats vous incombe en tant que coach-entraîneur. Vous parlez de la possibilité de rajeunir, ça veut dire quelque part que vous avez reconnu un peu que, selon vous, le coach aurait dû rajeunir quelque part cette sélection. On a de la matière sur place, localement. Évidemment, c'est ce que je dis. Donc, c'est pour dire que maintenant, au-delà de ça, il n'y a que moi, je pense, pour les binationales qui ont été convoquées, elles peuvent être de très bonnes joueuses. Quelle peut être leur plus J'arrive, Michael. Ne vous pressez pas, j'arrive. Elles peuvent être de très bonnes joueuses, des joueuses talentueuses. Je pense que Abam, on ne va pas revenir à jouer à Paris FC en première division en France. Elle est passée par les États-Unis, elle avait inscrit 42 buts et 16 passes décisifs de son passage dans ce club-là. Il y a une autre joueuse qui évolue du côté du Sky. Voilà. Montpellier. Et puis Estelle Johnson. Oui, qui évolue du côté du Sky aux États-Unis. Donc, c'est des filles qui évoluent dans les championnats. Et puis maintenant, la question, rapidement, l'interrogation pour moi, au-delà de ce qu'elles peuvent apporter sur le plan du jeu, c'est une question d'état d'esprit. Le Cameroun
c'est le mental. Si on n'arrive pas à transformer ces filles mentalement pour aborder cette compétition, parce qu'on sait qu'au niveau de la science du football, il y a un acquis, c'est là où on pourra fauter. Et c'est là où les joueuses ayant évolué aussi pouvaient faire l'affaire selon ce que le coach disait. Donc moi je pense que c'est le challenge de l'entraîneur Diofa pour avoir choisi ces filles, parce qu'il faut qu'il assume. On ne veut pas savoir comment elles sont arrivées. Il a sélectionné, il faut qu'il assume. Il faut qu'il travaille ce comportement mental pour ces joueuses. Je pense que 10 secondes. Pour avoir discuté avec le coach Diofa, je pense qu'il est en train de mettre un accent important sur cet aspect. Voilà. Et même ces filles avec qui nous avons eu l'occasion de discuter sont en train de travailler ça. C'est-à-dire, puisque pour les intégrer, en fait. Elles-mêmes, elles ont reconnu que pour avoir sa place au sein de l'équipe nationale du Cameroun, il faut travailler le côté mental. Voilà. Ouais. Charles, En dans plus un du pays côté où physique. le championnat féminin et même les autres championnats est organisé de façon un peu tatillonne, est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux d'aller à une telle compétition et espérer revenir la besace pleine? Mais ça devrait l'être. Sauf que vous parlez du Cameroun. Les cadets, il y a quelques semaines. Vous parlez du Cameroun, un pays de faiseurs de miracles chez les sportifs. Et chez les grands hommes de culture, nous ne faisons que des miracles. Donc, je pense qu'on peut le dire sur un autre pays, mais le Cameroun, on ne peut pas. Quand vous parlez de rajeunissement, le plus beau parcours du Cameroun en Coupe du Monde masculine, c'était avec une équipe. Tout à fait. Ce n'était pas des tout jeunes joueurs, hein, très honnêtement. Donc, je pense que moi, ce qui m'inquiète dans cette équipe-là, c'est qu'elles ne sont pas encore au nombre requis. Il y a plus, ça veut dire qu'on va en éliminer. Tout à fait, oui. Et ça pourrit une ambiance. On ne sait. Vous savez que les joueurs, il y a des petites affinités qui se nouent. Quand vous devez vous séparer de 3 ou 4 joueuses, ce n'est pas une mince affaire. Et je répète, même si Yves pense que c'est un problème administratif, ça ne l'est plus tout à fait. Il faut arrêter la question des primes ici et maintenant. Absolument. Si vous allez en Espagne avec ce boulet-là, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est une Charles. responsabilité, Yves, je parle d'une responsabilité administrative. Merci Yves Tchamadeu, merci à Un Emmanuel quand Maroc. même à deux grands basketteurs du Cameroun qui se rencontrent en NBA dans le cadre des demi-finales de conférence, Siakam